Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Sens Créatif, le podcast qui explore les liens entre boxon, créativité et transcendance. Je m'appelle Jérémy Kleiss. Je m'appelle Laurent Bazar et nous sommes passionnés par la créativité que nous considérons comme une quête initiatique et holistique. Pour en savoir plus, vous pouvez nous suivre sur Instagram @senscreatif_podcast. Ouais, Jérémy, aujourd'hui, on se retrouve pour le 2e épisode du Boxon Créatif. Oh yeah. La dernière fois, c'était consacré au jeu du sans enjeu. C'est ça. Et qu'est-ce qu'on avait dit exactement, Jérémy, si tu peux faire un tout petit résumé? Qu'il faut arrêter de se mettre la pression, qu'il faut se lâcher la grappe et qu'il faut jouer. Voilà. C'est vrai, on avait dit des choses comme ça. En fait, c'est un jeu. Tu peux développer. Ouais, en fait, c'est un jeu qui s'arrête jamais. Ouais. C'est une sorte de jeu infini. Et c'est un jeu, en fait, où à la fin, on gagne pas. Non, mais si on l'aborde comme un jeu, c'est un petit peu moins difficile à appréhender. Exactement, c'est ça. Il faut pas voir ça comme une espèce de quête vers la victoire, mais il faut faire ça comme une quête du jeu. Ouais, et totalement. C'est comme ça en fait qu'on vit beaucoup mieux les choses et qu'on peut continuer à explorer le plaisir de créer. Mmh. Et aujourd'hui, on va parler de quoi? Eh ben en fait, une nouvelle fois, le chaos va nous mettre du boxon dans les roues. C'est reparti. Mais cette fois-ci, en fait, on va s'intéresser surtout aux questions en fait des contraintes, du cadre et de l'importance du choix. Oula, c'est des grosses questions aujourd'hui. Ouais, c'est des grosses questions. Je pense que le cadre est très important parce que comme tu le sais, voilà, s'il y a pas de cadre, s'il y a pas de cadre, il y a rien. Tout est compliqué. Mais ça, de toute façon, on va le définir ensemble. Moi, je distingue deux grandes catégories en fait de contraintes. Il y a les contraintes extérieures, donc c'est toutes les pressions, les perturbations, ouais. Toutes les conditions qui font que voilà on est amené à faire un travail. Donc il y a des choses autour qui nous empêchent d'avoir une liberté totale. C'est pas ma faute, c'est à cause de ceci, cela. Oui, tout simplement. Ou ça peut être aussi des choses qui sont imposées et puis. Oui, on n'a pas le choix. Ouais, c'est ça. Ouais. Et il y a aussi ce qui s'appelle les contraintes intérieures. Peut-être que ton ouin il est plus là-dedans. Tu vois ce que je veux dire? Les contraintes intérieures, c'est par exemple le manque de, la peur de, la honte de, l'envie de, tu vois, c'est toutes ces choses qui nous animent et qui font qu'on se crée nous-mêmes nos propres blocages, nos propres contraintes. Mais celles-là, elles sont un petit peu subies, quoi. Elles sont pas toujours voulues. Donc, je pense pas qu'on en parlera énormément en fait de ces contraintes. Non, parce que ça demanderait vraiment ça demanderait vraiment un autre épisode, je pense. Couchez-vous sur le canapé. Ouais, mais c'est plus ça, c'est plus un côté thérapeutique. Voilà. Nous, on va plutôt s'intéresser à comment jouer avec les contraintes extérieures. Et extérieures, ça. Comment les définir, comment jouer avec. Voilà. Ok, allez, c'est parti. Alors, et je te propose de se concentrer en fait sur les notions de choix. Le choix pour toi, c'est quoi? Le choix. Ah ouais, c'est une bonne question. Alors, ça. Le choix. Pour moi, c'est être libre. Le choix, c'est de vraiment choisir. Je sais que c'est un concept philosophique et tout. Hein, ouais, on va en parler. Mais donc le choix, moi, voilà, le choix, c'est être libre. C'est être libre de choisir, oui. Voilà. Est-ce qu'on est vraiment toujours libre de choisir? Est-ce qu'on fait les choix Oui. Je veux dire, on est conditionné. Il y a notre culture, il y a notre arrière-plan, Mais malgré tout, moi, je sais que c'est hyper important pour moi. C'est pour ça que je suis freelance. C'est parce que j'aime faire mes propres choix. Voilà. Non, mais pour de vrai, je trouve que en fait, on a tellement peu de possibilités dans notre vie, il y a tellement de facteurs qui choisissent à notre place que le peu de choix qu'on peut faire, je veux vraiment les poser. Et je sais que c'est entre autres pour ça que j'aime beaucoup la voie du freelance parce que au final, c'est pour ma pomme et je suis content quand ça marche. Les lauriers sont pour moi, quand ça marche pas, du coup, j'apprends de mes erreurs et donc du coup, je trouve que c'est hyper responsabilisant. Donc, tu vois, le choix pour moi, c'est T'arriveras à bosser pour un boss? Je l'ai fait pendant 1 an et demi et c'était j'ai beaucoup de mal. Enfin, peut-être qu'un jour si, tu sais, peut-être que dans 5-10 ans je serai salarié, j'en sais rien, tu vois. Mais au moment T, j'aime trop ma liberté. Enfin, tu connais ce gif animé avec Ricky Gervais dans The Office où il fait le con devant tout le monde. Son boss. Non, c'est lui le boss. C'est juste voilà. Et puis en fait le même ça dit c'est le pire boss du monde, mais c'est mon boss. C'est ça. Pour toi, c'est qui le pire boss du monde? Si t'avais un pire boss du monde à choisir. Non, je sais pas. C'est toi-même. Non, je suis pas d'accord parce que si c'était moi, en fait, mon boss, il me comprend. Tu vois, il serait genre, viens faire un câlin, tu vois, on se comprend et tout. Je pense que c'est pas tout à fait vrai. Je pense que c'est l'idéal qu'on se fait de nous-mêmes. Mais en réalité, si on bossait pour nous-mêmes, je pense qu'on se détesterait très vite. Et je pense qu'on démissionnerait au bout d'un jour. Tu te détesterais, toi? Oui, parce qu'en fait, ce qu'on se permet pour nous, en fait, les jugements qu'on fait envers nous-mêmes, les horaires qu'on s'impose, les horaires de taré qu'on s'impose, on est hyper dur avec nous-mêmes. On supporterait pas de nous avoir comme boss. C'est facile imagine un boss qui te dit allez vas-y va mater des séries au lieu de travailler, c'est trop cool. Ouais, mais il le ferait pas comme ça. C'est pas un bon boss. Il le ferait pas comme ça, peut-être qu'il te ferait mater les séries que t'as pas envie au moment où tu veux pas. Ouais. Non, puis il y a aussi le fait de se dire c'est pas ton projet, tu vois. Quand tu travailles pour toi, c'est ton projet, tu vois, tu engages quelque chose. Oui. Mais si t'avais à travailler pour toi-même,
Ce serait plus ton projet, tu vois. Tu bosserais pour toi-même, tu vois. Tu bosserais pour ce gars au-dessus qui est hyper chiant et relou et qui est intransigeant, qui lâche rien. Et voilà. On est très dur avec nous-mêmes. Exactement. On est peut-être un peu très dur avec nous-mêmes. On voit beaucoup aussi nos défauts, donc on laisse rien passer. Puis c'est vrai que peut-être qu'on serait vraiment un tyran avec les personnes avec qui on travaille. Je pense que c'est vraiment un peu la condition humaine. Je pense que j'ai jamais croisé quelqu'un qui est genre à fond trop cool avec lui-même. Bah non. Enfin, j'ai l'impression que le propre de l'être humain, c'est ça, mais peut-être qu'il faut en prendre un petit peu conscience et puis qu'il y a peut-être des choses à améliorer dans le process, tu vois. Je pense pas qu'on puisse solutionner cette problématique, mais par contre, il y a moyen d'améliorer la façon de travailler. Je pense qu'il y a moyen de faire des meilleurs choix aussi, parce que le choix c'est important. Et des fois, c'est mieux de faire un mauvais choix qu'un choix imposé. Évidemment. Qu'est-ce que tu peux avoir aussi? Tu vois, t'as la possibilité aussi de mieux choisir tes contraintes. Parce que si les contraintes sont imposées, bah autant les choisir en amont, c'est quand même plus facile. Donc voilà quoi. Et peut-être que il y a une chose aussi, c'est qu'on se fait une image des gens qu'on admire et on leur passe tout, tu vois. Ils sont formidables, ils ont réussi, ils font. Nous on voit le bout de l'iceberg, mais on voit pas du tout tout le processus. Exactement. Justement comme tu parles. Bah peut-être que l'amour qu'on a pour nos idoles, pour nos rôles modèles, faudrait peut-être qu'on l'ait un petit peu pour nous. D'où l'importance de faire des podcasts pour aller creuser dans le fin fond, pour voir qu'en fait tout n'a jamais été aussi rose et violette pour n'importe qui en fait. Exactement. Et que d'être un peu plus doux envers soi-même, process ou pas process créatif, c'est déjà quelque chose. Mais bon, c'est pas simple, hein, j'en ai conscience. Non, complètement. Bah alors dans les trucs pas simples, je te propose de parler du choix. Ok, allez, vas-y. Voilà, on va commencer par la notion du choix. Alors, je vais vous expliquer un petit peu. En philosophie, d'ailleurs, le sujet a été traité évidemment depuis la nuit des temps par tous les penseurs qui sont succédés. J'adore. Voilà. Alors, la question de savoir si un individu effectue des choix librement ou est déterminé renvoie au problème de l'existence ou non du libre arbitre. D'accord. Oula. Ça, c'est le postulat. Bah, déjà, je sais que je vous ai perdu. Philosophie. Voilà. Donc, on va dissertation, vous avez 4 heures. On va les passer en revue. Donc, Aristote, par exemple, lui qualifie la liberté comme une vertu qui permet à l'homme de faire des choix de manière volontaire et en connaissance de cause. Ouais, c'est un peu le postulat de base. Voilà. D'après Descartes, un acte n'est libre que s'il résulte d'un choix de notre volonté. Ok, jusque-là t'es bon. Spinoza, contemporain de Descartes, conteste l'existence du libre arbitre. Lui dit carrément, il n'y en a pas, quoi. Bah, nous croyons libres parce que nous ignorons les causes qui nous font agir. Ça aussi, ça laisse à réfléchir. C'est-à-dire, qu'est-ce qui nous pousse à faire des choix? Et il y a plein de paramètres, c'est énorme. On peut pas dire notre histoire, notre trauma, notre conditionnement, la matrice. Dire c'est moi qui ai tout décidé, c'est juste philosophiquement c'est impossible comme discours à tenir, quoi. Oui, voilà. En fait, on n'est jamais absolument libre. Voilà, on est toujours conditionné par quelque chose. Et pour Rousseau et Kant, enfin, il n'y a pas de liberté sans la loi. C'est-à-dire sans cadre. Oui, c'est un repère vers quoi tendre, mais c'est pas forcément une finalité. Exactement. Et ça c'est super intéressant parce que ça c'est pareil, c'est un contexte, un principe de contrainte qu'on abordera tout à l'heure. Donc, comme tu l'as vu, le sujet est hyper complexe, puis on pourra en débattre pendant des heures. On pourra faire un podcast de philosophie. C'est quoi pour toi le choix? Toi, sans passer par les philosophes, toi. Pour moi, le choix, c'est comme toi. J'ai la même réponse que toi tout à l'heure. Faire des choix, c'est être libre. D'accord? C'est se donner la liberté, en fait. C'est plutôt se donner la liberté. Le problème, c'est aussi de définir ce qu'est la liberté. Tu vois, la liberté sans limite, c'est quoi? Ah oui, moi je pense que c'était quelqu'un m'avait dit la liberté c'est de choisir justement ses propres contraintes. Ça c'est pas mal. Je pense que c'est pas mal. Je pense que c'est un bon angle. Allez, c'est bon, c'est emballé, c'est Je pense que l'angle est pas mal. Ciao. Parce qu'en fait, si on définit la liberté absolue, c'est une liberté sans limite qui refuse ou s'est affranchie de toute limite, de toute contrainte qui pourrait l'amputer. Donc tu vois, ça veut dire que quand on a une liberté totale, ça veut dire qu'on se met plus aucune contrainte. Tout est possible. Ah, c'est chaud. Je pense que mentalement, c'est impossible. Alors, mentalement, c'est impossible, mais techniquement, on le verra au cours de l'épisode que c'est possible, en fait, d'aller contraindre la liberté absolue, en fait. Mais on va avoir besoin d'un cadre. Ah oui, non, mais justement, oui. Mais je veux dire, la liberté absolue totale, c'est mentalement complètement impossible à appréhender. Voilà, c'est ça. Elle peut être expérimentée. Tu vois, voilà, comme je le disais, dans un cadre, mais elle peut pas être vécue à balles réelles, en fait. C'est pas possible. C'est trop vaste. C'est insupportable. Et puis en fait, l'excès de liberté fait que du coup les choix n'ont pas de sens, en fait. Oui. Voilà, tout simplement. Je sens que je vais adorer cet épisode. Allez, vas-y, continue. Alors, je pense que en fait, au cours de notre carrière de créatif,
on est parfois amené à revoir les choix qu'on a fait au début. C'est-à-dire qu'au début, on se projette, on a des idées, on a une ligne de conduite, on a un alignement, et tout ça est remis en cause par les perturbations. On l'a vu dans l'épisode précédent. Voilà, il se passe toujours shit happens. Fantasme versus réalité. Exactement. Il y a toujours une merde quelque part. Et notamment, toi, qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce qui t'est arrivé finalement sur ton parcours? Quand est-ce que t'as dû bifurquer et comprendre que les choix que t'avais fait au départ, ils t'ont amené sur d'autres choix à faire? Voilà, c'est une suite de bifurcations. Hein. Moi, je suis tombé amoureux du graphisme, donc j'ai voulu devenir graphiste. Donc, je suis devenu graphiste après mes études de graphisme. Et je peux continuer longtemps comme ça. Et puis, en fait, je me suis rendu compte que la réalité de graphiste, c'était pas de faire des trucs trop cool pour des groupes de musique ou pour des festivals trop cool. Donc, j'ai pris un job de graphiste à plein temps. Ensuite, je me suis rendu compte que ce que j'aimais, c'était vraiment l'illustration. Genre la partie dessin dans le graphisme. Donc j'ai de nouveau bifurqué, donc je suis devenu illustrateur. Et puis après, l'histoire, vous la connaissez. En cours de route, j'ai lancé Sens Créatif. Et puis je me suis rendu compte que j'aimais énormément le podcasting et que j'envisage d'en faire plus. Et donc du coup, c'est bifurcation sur bifurcation, choix sur choix. Mais c'est important de tomber amoureux. Mais je crois que dans le processus, que ce soit le graphisme, l'illustration ou le podcasting à l'heure actuelle, il y a toujours un moment dans le processus où en fait on fait face à la réalité, et enfin même le podcast, hein, ce qu'on fait ensemble, c'est pas toujours rose et violette. Il y a une réalité qui est là, moi ce que j'appelle le principe de réalité, et donc apprendre à se laisser enseigner par le principe de réalité, d'arrêter de constamment être têtu. Je pense qu'il y a une différence entre la persévérance et l'entêtement, et que quand la persévérance, Seth Godin, il en parle dans le deep, enfin pas le deep, le DIP, voilà, deep. Espace deep, genre l'espace, c'est genre à quel moment il faut continuer à persévérer et à quel moment tu te rends compte que le bateau sur lequel tu es est en train de couler et qu'il vaut mieux quitter le bateau, et que c'est peut-être une grosse connerie de couler avec ton bateau. Bah oui. C'est peut-être, il y a un truc de loyauté, c'est peut-être un peu beau dans les films, mais dans la vraie vie, on n'a qu'une vie. Donc, quitter le fucking boat quand il est en train de couler, quoi. Et donc voilà, donc c'est il faut avoir le courage en fait d'abandonner en fait l'idée. C'est peut-être une belle preuve de courage. Et c'est pas facile à incorporer, c'est contre-intuitif, mais donc voilà, donc ouais. En parlant de Seth Godin, il y a un sujet qu'il adore justement, c'est la contrainte. Il en parle super bien, notamment dans son bouquin Deep Practice, Shipping Your Creative Work. Donc la pratique, vendre votre. Ouais, ça s'appelle la méthode en français. Si vous cherchez le petit bouquin, c'est un petit bouquin bleu, ça s'appelle la méthode en français. Je vous conseille de le lire en anglais, mais vous faites comme vous voulez. Vous avez le choix. Oui, c'est vrai. Non, mais voilà, parce que la traduction un tout petit peu biaisée. Pour moi, oui, c'est plus la pratique, l'entraînement. C'est à ça qui nous amène à réfléchir dans son pamphlet. Mais qu'est-ce qu'il nous dit, ce bon vieux Seth? Alors, en fait, il nous parle des contraintes, et notamment, il a tout un chapitre, en fait, qui est dédié à ce sujet. Et notamment le fait que les contraintes rendent possible la créativité. Mmh. Ouais, je le crois, ça, bien sûr. Voilà. Quand on est sur un projet, le premier réflexe qu'on a, c'est de râler après les contraintes. Mmh. Fucking contraintes, quoi. Voilà. Mmh. Jamais assez de ceci, jamais assez de cela. Exactement, voilà. Encore une fois. Voilà, tu manques toujours de quelque chose. Tu vas manquer de temps, tu vas manquer d'argent, tu peux manquer de liberté aussi, tout simplement. On peut manquer de liberté. De soutien, de compréhension. Ouais, de connexion humaine, de compréhension. Tu peux aussi manquer de bande passante. T'as pas assez de moyens techniques pour résoudre ton projet. Voyons. Voilà. Mais sans les contraintes, en fait, il y a pas ce qu'on appelle la tension pour créer en fait l'inattendu. Mmh. Tu vois ce que je veux dire? On en parlait tout à l'heure, la liberté totale, elle te laisse un vide, ouais, c'est un vide complet à remplir. Alors que les contraintes, elles vont t'amener à résoudre des problèmes. Ouais. Et à résoudre des problématiques. Et résoudre des problématiques, c'est le fondement même de l'art. C'est-à-dire que tu amènes quelque chose de nouveau et tu y réponds par l'art. C'est l'innovation. C'est l'innovation, ouais, exactement, c'est ça. Et en fait, c'est un peu couillon tout ce qu'on dit, parce que n'importe quel projet créatif a des contraintes. Oui. Voilà, on part pas comme ça avec un projet d'une vie sans contraintes. ça n'arrive jamais, quoi. Mmh. Donc voilà, à partir de là, on est déjà un petit peu tous sur le même pied d'égalité. C'est comme les influences, tu sais, se dire qu'en fait on est influencé par rien, c'est aussi un mythe. Oui, bah oui, c'est une parenthèse, mais j'ai pas d'influence. Oui, moi j'ai pas envie de regarder. Par moi-même. Oui, c'est ça. Et si t'as pas beaucoup d'influence, on est déjà influencé par soi-même, c'est déjà pas mal. Ouais.
Oui, bah c'est bien, oui, déjà, ouais. C'est déjà une influence. Je voulais te parler notamment d'un exemple de contrainte super classique, moi qui me parle beaucoup parce que c'est du pixel art. Ah oui. C'est la façon en fait dont les icônes ont été inventées sur les systèmes d'opération des ordinateurs. Ok. On revient en 1982. On parle du Macintosh. Et donc la boîte de Steve Jobs en fait demande à Susan Kare, qui est designer, pixel artiste, également typographe, en fait, de créer les icônes du premier Macintosh. Ok. Donc tu vas avoir ce petit, je sais pas si vous vous souvenez, il y a le petit icône en fait du Macintosh qui vous sourit quand vous lancez l'ordinateur. Oui, ça me rappelle des vieux souvenirs, ça. Exactement. Ben, c'est elle. Et sa contrainte, elle est terrible à l'époque parce qu'en gros, elle a 2 couleurs, hein, le noir et le blanc du Mac. Elle a 1024 carrés. Alors ça peut paraître beaucoup, mais en vérité, c'est 32 par 32 pixels. Donc c'est très très petit. C'est le spécialiste qui parle là. Voilà. Et avec cette contrainte absolument ultime, elle doit créer en fait ce qui va être Make some magic. Ouais, c'est ça, l'image même du Macintosh, ce qui va le rendre populaire. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui on a des icônes aussi sur les ordinateurs. Non, trop la pression pour cette dame, quoi. Mais super la pression. Mais l'image du Mac, allez, vas-y, go. Et surtout que c'était à l'époque, voilà, travailler sur du pixel, c'était pas forcément évident. C'était aussi réservé à des applications, tu vois, pas très marrantes, un peu barbantes, ou alors les premiers jeux vidéo, on n'était pas encore vraiment dans des graphismes très poussés avec le pixel, quoi. Et elle invente tout, quoi, à ce moment-là. Elle pose les bases en fait de ce qui existe aujourd'hui. Complètement dingue. Et du coup, elle a joué avec pas grand-chose. Vraiment rien, avec trois bouts de scotch, 3 bouts de ficelle, et puis on imagine aussi la technologie de l'époque, comment, voilà, sa tablette graphique, à quoi ça devait ressembler, tu vois, j'en sais rien, quoi, ça devait être vraiment très rudimentaire tout ça. Voilà. Et aujourd'hui, ça se retrouve sur tous les ordinateurs. Exactement, c'est ça. Alors pour la petite anecdote, c'est elle qui a créé les typos qu'on connaît bien, notamment la Chicago, Geneva, Monaco, vous devez connaître. Qui sont sur les Mac. Qui sont sur les Mac, voilà, exactement. Voilà pour la présentation de ce que peuvent être les contraintes. Je pense que ça, t'as bien capté le système. Maintenant, je vais t'inviter à avoir une image mentale. C'est la métaphore du puzzle. Attends, je ferme les yeux. Fermez les yeux aussi, les auditeurs. Voilà. Vous imaginez une grande boîte, un grand puzzle en fait, avec plein de pièces dedans. Évidemment, tout est mélangé. Je la vois. Il le fait vraiment. Et évidemment, les pièces sont toutes différentes les unes avec les autres, et il va falloir les assembler. D'accord. Évidemment, faut prendre un petit peu de recul pour avoir une vision objective du chantier qui nous attend. En gros, assembler un puzzle, c'est une activité qui est faite vraiment de contraintes, parce qu'on a ces formes qui sont différentes, ces couleurs. On va essayer de les agencer, de les classer justement par couleur, par forme. J'ai un 1000 pièces devant moi. T'as 1000 pièces devant toi. C'est chaud quand même, je sais pas par où commencer. De ces contraintes-là, on sait aussi avant de démarrer qu'un puzzle... Les contraintes, faut chercher les coins. Exactement, voilà, faut chercher les coins. Et les coins, c'est quoi ? C'est les contraintes. Enfin, non, les coins, c'est quoi ? C'est angles. C'est une contrainte, d'accord, c'est les angles, mais c'est un cadre. Oui, voilà, c'est le point de départ. Voilà, le puzzle a une bordure. Donc ça, c'est formidable. C'est-à-dire qu'en fait, tout ce moment de créativité qu'on va passer sur le puzzle, on sait que c'est encadré. Il y a une limite. Mais note que pour un 1000 pièces, trouver les 4... c'est du taf, voilà. C'est compliqué. Donc parfois, il faut commencer un petit peu en balbutiant au milieu. Mais bon, en tout cas, l'idée, c'est de trouver son cadre. Voilà, mais si on fait cet effort-là de trouver les coins en premier, c'est souvent ce qu'on fait. On essaye de faire les gens qui font des puzzles, à moins d'être aventuriers dans leur façon de faire. Oui, on cherche toujours. On fait le cadre. Fait le cadre en premier et après on remplit. Exactement. Donc ça, je pense, c'est une métaphore qui est super intéressante. Et ce qui est bien de se dire aussi, c'est que si on n'a pas perdu une seule pièce, toutes les pièces sont dans la boîte dès le début. On a tout. Et on a notre propre boîte. Mais voilà. On est notre propre boîte, voilà. On a compris l'image. L'idée, en fait, c'est de se poser les bonnes questions. C'est-à-dire quand tu as une grande idée ou que tu veux démarrer une entreprise, tu vois, vraiment démarrer un projet, tu dois engager tout un process de décision. C'est ce qu'on avait avec le puzzle, tu vois. On prend la décision de classer les pièces, on prend la décision de faire le cadre, parce qu'en fait, il faut pouvoir déterminer l'ampleur des contraintes. Ouais, c'est super important. Voilà, où est-ce qu'on va s'embarquer, quelles ressources on est prêt à investir dans le projet, quelle énergie émotionnelle et quel risque en fait on est disposé à engager. C'est important aussi, où jusqu'où on veut aller, quoi. Je me souviens que ma contrainte, pour le petit exemple, pour le podcast, c'était quand je me suis lancé, je vais sortir un épisode toutes les 2 semaines, et je m'étais mis comme défi,
ou du moins comme contrainte, je vais sortir 3 saisons. Et c'était mon point de départ. Ouais, c'est vrai que c'est plutôt bien tracé. On va dire. Et voilà. Et puis après, je me suis dit, quel matos j'ai besoin? Il me faut au minimum 2 micros et un enregistreur. Combien ça coûte? Voilà, pas beaucoup. Voilà, pas beaucoup. Donc tu sais déjà que voilà, t'as pas non plus un budget qui va te. Le budget n'était pas une contrainte. Oui, et quel que soit le métier d'ailleurs ou le projet artistique que vous avez envie de faire, souvent, parfois, on se met comme difficulté. Il me faut le meilleur matériel. Il y a parfois des gens qui m'écrivent, c'est quoi le meilleur matériel pour faire du podcast, etc. Andy Pizza, notre grand copain, là, il a commencé ses podcasts sur son téléphone. Et ou par exemple, si on veut faire de l'ILU, où t'as pas besoin tout de suite d'un iPad avec une machine de guerre, tu peux commencer avec juste, je sais pas moi, Photoshop ou genre même tes crayons. Enfin, il n'y a pas besoin de trucs trop chers en fait. Ce que tu veux dire, c'est qu'il faut pas non plus s'inventer des fausses contraintes. Ouais, exactement. Voilà. Genre que les contraintes soient cohérentes. Go for it. Mais définir quels sont les outils de base dans ta besace. Tu sais, c'est comme dans un jeu de rôle. Tu vas pas tout de suite au shop acheter des super armes. Tu sais, d'abord, tu commences avec tes armes au tout début, puis tu gagnes des bonus et machin, et avec les points que tu as gagnés, tu peux aller acheter du nouveau matériel pour continuer ta quête. Et donc, les jeux vidéo sont vraiment, enfin en tout cas d'aventure, sont vraiment formidables pour ça parce que c'est exactement le postulat quoi. Tu démarres, t'as que dalle. Oui, ou ouais. Tu récupères quelques outils. Ouais, c'est ça. Et voilà. Et puis en fait, t'apprends à les utiliser. Pour commencer, il y a toujours une espèce de partie un peu tutoriel comme ça. Et puis petit à petit en fait, tu apprends aussi à les utiliser en action contre les monstres, contre les puzzles à résoudre d'ailleurs aussi. Oui. Et au fur et à mesure, t'en as beaucoup de plus en plus. Puis à un moment, tu maîtrises tout, t'as les meilleures armes et puis le jeu devient facile. Mais si tu fais pas ce travail là au début. Et puis c'est normal. Je pense aussi à l'émission Nu et culotté, tu sais. Ah mais fabuleux. Tu commences à poil. Mais en fait, on commence tous à poil dans notre vie. Genre littéralement, on commence à poil et on commence en chialant. Carrément. C'est normal. Et puis après, au fur et à mesure du temps, tu t'entoures de personnes. Tu vas poser des questions. Est-ce que vous pouvez me passer un slip? Est-ce que vous me pouvez passer un t-shirt? Est-ce que vous pouvez me conduire d'un point A à un point B? Et donc du coup, c'est normal au début d'être dépourvu, mais c'est normal qu'il y a des contraintes et que. Oui, mais cette contrainte les amène déjà à vite se dépasser parce que. Dans Nu et culotté. Ouais, bien sûr. Ils ont un petit peu froid au mich au départ. Donc, ils doivent vite trouver la solution au moins pour s'habiller. Les couilles un peu bleues comme ça. Un petit peu bleu. Et c'est vrai que tout de suite, ils doivent être confrontés à la contrainte humaine. C'est-à-dire vraiment aller voir les gens tout pour nu. pouvoir faire du troc et ils y vont tout nus. Donc la contrainte devient un super outil pour eux parce que c'est un sujet de conversation. Pourquoi vous êtes tout nu? Bien sûr. Et ça engage déjà le premier contact humain quoi. Voilà. Ça peut rebuter mais en même temps des fois ça peut faire des super rencontres. Ça peut être très rigolo. Voilà. Et c'est vrai que chaque épisode amène une découverte différente en fait. Super exemple. Je t'en prie. Et c'est bien. Et justement, et ce qu'on n'a pas cité non plus, c'est la cible, le rôle de la cible en fait dans les contraintes. Quand t'as démarré le podcast, fallait savoir aussi à qui tu t'adressais quoi. Oui, c'est important de pas t'adresser à tout le monde. Enfin, que ce soit dans le cadre du podcast ou quel que soit votre projet, en fait, savoir. On parle de niche, hein, c'est ça. Oui, voilà, quelle est ta niche, qui sont tes gens, en fait, à qui tu as envie de t'adresser pour ton projet, et tu peux pas parler. Je pense qu'il y avait un poète qui disait si vous parlez à tout le monde, vous parlez à personne, en fait. Et c'est très tentant d'avoir envie d'en appeler au plus grand nombre, mais à moins d'être TF1, tu vois, c'est genre. Est-ce qu'on peut aimer tout le monde? Est-ce qu'on peut aimer toute une cible aussi grande? Ouais, non, c'est difficile. C'est difficile. Et donc, du coup, si tu t'adresses en quelque part, il faut s'adresser à soi. Il faut adresser ce qui a besoin d'être adressé à soi et en fait, avoir conscience qu'on n'est pas tout seul, qu'il y a probablement plein d'autres personnes qui ont les mêmes problématiques que vous et de s'adresser à ces personnes-là. Bon, bref, c'est ma petite take on pour la cible. Ouais, complètement. Mais tu vois, par exemple, Seth Godin, il dit que si on n'apprécie pas sa cible, comment on peut apprécier son propre projet? Ah, bien sûr, faut les aimer. Ouais, l'alignement, il est là aussi. Ouais. L'alignement. Oui, quelqu'un d'autre parlerait de servir son audience. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais. Mais Seth Godin, il en parle aussi. C'est genre. C'est une contrainte. Mieux vaut avoir 10 personnes qui sont supra fans de ce que vous faites et qui vont en parler à tout le monde et que vous vous entêtez et que vous persévérez à servir ces 10 personnes à fond les ballons, plutôt que d'essayer de faire un truc un peu meh pour plein de gens qui vont se dire meh. Et donc, de toute façon, ces 10 personnes seront vos meilleurs évangélistes, si je peux utiliser cette métaphore-là, parce qu'ils vont aller en parler aux autres. Exactement, c'est ça l'idée. C'est vraiment de diffuser.
diffuser, mais du coup en mettant tout et en faisant pas les choses à moitié. Donc comme tu dis, oui, il faut aimer que ce soit vos clients ou votre cible, mais pour de vrai, pas essayer de les utiliser, la cible, pas essayer de l'instrumentaliser à tes propres fins, mais plutôt de se dire je vais vous donner généreusement sans attendre en retour. Et les gens le sentent. C'est la différence entre une publicité et une œuvre, en fait. Quand on voit une pub, elle peut être bien faite, mais on sait qu'on essaie de nous vendre un truc. Quand tu vois une œuvre, c'est donné. Et si tu as envie de rendre quelque chose, d'acheter le bouquin, d'aller avoir la pièce, d'en parler à un ami ou de quoi que ce soit, bah on n'est pas dans la transaction, on est dans le don, en fait. Bon, voilà, tu sais très bien que pour moi, c'est quelque chose qui me touche. On est obligé de te couper. Si tu veux, maintenant, ce que j'aimerais bien, c'est qu'on fasse un petit peu un inventaire, pas exhaustif, mais on va essayer d'en donner pas mal d'exemples de contraintes courantes, en fait. Quelle est la première contrainte qui te viendrait comme ça à l'esprit? L'exemple de contrainte courante. Le temps. Le temps en premier, c'est vraiment le plus important. Ouais. Si tu manques de temps. Ouais, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps. C'est vraiment l'excuse la plus générique et dont je suis pas exempt. Toi non, bien sûr, on court après le temps, quoi. Ouais. C'est Fabien Olicard qui, dans son bouquin, alors je vous redonne l'info. Vous ne le voyez pas, mais il a le bouquin. Voilà, mais on les mettra dans les notes. Votre temps est infini. Donc qui est paru, donc c'était le prix Babelio non fiction qui est paru notamment chez Pocket, mais je crois qu'il a été aussi édité ailleurs. Dans son bouquin, il nous explique que dans une journée, il y a 1440 minutes. D'accord. Et ces 1440 minutes, on va les dépenser. C'est-à-dire que on peut pas les économiser pour le lendemain. Quand la journée est finie, les 1440 minutes sont passées. Donc, comment on gère cette journée de 1440 minutes qu'on a à disposition tous les jours? Et ça, c'est une super question. Voilà. Donc ça, la contrainte du temps, elle est importante. Une autre contrainte qui te vient vite à l'esprit. L'argent. Voilà, la thune. C'est toujours un peu les deux, hein, ouais, c'est ça. Hein. Voilà, on manque d'argent, donc du coup ça va être compliqué. En réalité, quand on observe les projets les plus incroyables, on va se rendre compte que c'est jamais une question d'argent. Par exemple, si on prend on va comparer un projet de cinéma avec un projet de théâtre. Au cinéma, on a des budgets faramineux. Voilà, il faut que ça soit vu par un maximum. Voilà, pour le coup, en général, leur cible est juste excessive, plaire au plus grand nombre. Et puis du coup il y a plein de process qui rentrent derrière avec plusieurs scénaristes. C'est laborieux. C'est laborieux, faut la production. En fait, on veut beaucoup de thunes, mais derrière il y a tellement de décisionnaires que ça rend la chose vraiment chiante. Et il faut de la thune pour trouver la thune. Ouais, c'est hyper méta. Ouais. Au théâtre, on a une idée. On a juste peut-être un producteur qui dit OK banco, une salle qui est OK pour produire en fait le spectacle et il y a juste quelques acteurs et c'est fait en réel. C'est-à-dire qu'on fait pas 40 prises. Le théâtre, on a des répètes, OK, mais une fois qu'on est devant le public, on doit tout donner. Et là la créativité elle est formidable. Et c'est pour ça qu'il y a des pièces de théâtre qui sont après adaptées au cinéma parce qu'elles sont formidables et qu'elles méritent d'être montré au monde entier, tout simplement. Donc ça, c'est un super exemple. Dans les contraintes courantes, on va aussi avoir le format dans lequel on travaille. Donc ça peut être vraiment plein de formats différents. Je sais pas moi, quand t'es en musique, par exemple, tu vas avoir la durée de ton morceau. Ouais. Tu vas avoir les outils avec lesquels tu travailles. Il y a aussi une contrainte, c'est les membres de ton équipe quand on travaille à plusieurs. Ouais. Voilà, qui fait quoi, qui est capable de quoi, comment organiser. C'est moins simple, mais quand ça marche, ça défonce. Ouais, voilà, carrément. On en parlera tout à l'heure encore. J'ai un super exemple là-dessus. Okay. On a évidemment la contrainte, comme on disait, de la niche, des clients, la cible, les utilisateurs. Ça, c'est super important. Les matériaux aussi qu'on utilise. Si on fait avec du bricolage, forcément, faut être hyper créatif. Si on a beaucoup plus de moyens, il faut pas se laisser entraîner par la facilité des moyens. Tu me parles du choix, là, tu donnes plein d'exemples, mais comment, qu'est-ce que tu aurais à dire sur comment faire ses choix, comment choisir? Tu sais, genre, tu me parles des matériaux, du timing. Je veux dire, tu peux essayer de faire un morceau de 2 minutes qui passe à la radio, tu peux faire un morceau de 11 minutes qui est épique. Quand tu commences, tu te dis pas, mon morceau va faire 11 minutes. Tu crées, tu te mets en mouvement. Et il y a beaucoup de gens qui, parfois, quand ils veulent se lancer dans un projet, ils se disent, je sais pas
le nombre d'outils qu'il me faut, etc. Qu'est-ce que tu aurais à dire par rapport à ça? C'est pareil, on revient toujours à la métaphore du puzzle, c'est-à-dire que si on est capable de savoir à peu près le nombre de pièces qu'on a dans sa boîte, c'est quand même déjà une grosse partie du travail de fait. Pensez petit. Ne commencez pas à 1000 pièces, commencez à 15 pièces. Quand tu démarres, oui, carrément. Voilà. Après, si tu as envie de faire un projet de 10 000 pièces, tu fais en sorte que ça puisse être le cas. Mais tu commences par 15 pièces dans le 10 000. Voilà, exactement. Mais il faut quand même pouvoir déterminer ce qu'on va mettre en place et ce dont on va avoir besoin, parce que évidemment le mieux est l'ennemi du bien. Donc si on part vraiment trop loin en outils, en moyens, on va vite être dépassé et peut-être qu'on ne sera pas en capacité de gérer. Faut savoir aussi de quoi on est capable. Je vais reciter Seth Godin, qui est notre grand copain pour cet épisode. Lui, il parle du minimum viable product, donc du produit un minimum viable, et donc du coup justement d'essayer de créer quelque chose qui demande pas un investissement de fou furieux et mais qui peut suffisamment fonctionner pour juste, c'est comme un pilote pour une série en fait. Tu fais un épisode, tu vois si ça marche et tu continues. Et de vraiment pas viser la création d'une saison entière. Évidemment, dans l'absolu, c'est ce qui est visé, mais de commencer, tu castes tout ton casting, tu fais tout ton truc pour que ça défonce, mais c'est un premier épisode, tu le montres au producteur et puis après, voilà, ça peut fonctionner. Et donc, le minimum viable product, c'est ça, c'est vraiment de commencer petit. Et puis, je pense par exemple dans le podcasting, pour continuer sur cet exemple-là, je pense qu'il est souvent conseillé, avant de lancer son podcast, d'en faire quelque chose comme 4 en amont. 4-5. Oui, c'est ça, ouais. C'est ce que disait Fabflow d'ailleurs. Et que si tu maintiens le truc, bah, vas-y, tu peux te lancer, quoi. Mais tu lances pas un podcast avec un épisode en espérant, Inch'Allah, que ça va fonctionner, en fait. Ouais, puis t'as aussi la contrainte du calendrier. C'est-à-dire que, voilà, dans le déroulé de tes épisodes, ils vont être diffusés pas tous en même temps. Quoique c'est possible, hein, à la manière de Netflix de balancer tous les épisodes en même temps. Ouais. Mais dans l'absolu, t'as quand même une saison à gérer, quoi. Donc, du coup, va falloir savoir à quel moment tu places tel. Et un autre exemple pour les personnes qui sont plus dans l'illustration. Moi, je me souviens quand j'avais été voir une agence d'illustration à Londres, il m'avait dit, le minimum pour un portfolio, c'est 12 images. 12 bonnes images qui défoncent. Et donc, du coup, on se lance pas avec juste quelques images. Voilà, d'avoir un minimum qui est bien et que tu peux vendre, en fait. Voilà. Ok, bonne précision. Pour revenir aux exemples, ce qui est important, c'est de se dire, c'est qu'on va peut-être en solutionner un ou deux. On va vraiment le faire, c'est-à-dire qu'on va se focaliser sur ces contraintes-là. On va dire, ça devient plus des contraintes. Je détruis la contrainte. Voilà, je trouve de l'argent, je trouve du temps, etc. Je trouve des bons outils. Mais quoi qu'il arrive, on pourra pas résoudre toutes les contraintes. Elles seront là. Donc, ce qu'il va falloir faire, c'est jouer avec. Et pour jouer avec, moi, je vous propose quelques idées. Tu me dis ce que t'en penses, tu rebondis dessus. Et puis voilà. Première idée, ne pas passer trop de temps sur une étape, pour pouvoir désacraliser en fait l'objectif, l'enjeu qu'il y a derrière. Parce que plus on passe de temps, plus on est enclin en fait aux remises en question. C'est pas simple. Hein. Non, c'est pas simple parce qu'il y a une équation, c'est temps passé par rapport à productivité. Ouais. Ça te parle, je sais. Oui. Mieux vaut beaucoup produire et apprendre sur le tas que de vouloir s'entêter à faire un truc parfait. Exactement, parce qu'en fait, on peut foutre en l'air un taf uniquement parce qu'on s'en écœure, parce qu'on s'en lasse et parce que ça devient too much en fait. Less is more. Ouais, totalement. Comme on dit. Alors évidemment, vous vous souvenez du premier épisode, s'amuser, ça peut devenir une contrainte positive. On peut se contraindre à s'amuser aussi. C'est pas obligé, un boulot n'est pas obligé d'être chiant. Mais je suis pas sûr que mentalement, la plupart des gens, non. quand on lance un projet, on l'a à cœur, et donc je pense que le réflexe de base, c'est de le prendre très au sérieux. Exactement. Et de pas s'amuser. C'est en ça, comme tu dis, que c'est contre-intuitif de se dire, hey, chill, on va s'amuser, et de vraiment aborder. Je pense que c'est vraiment une pirouette mentale à faire. C'est un état d'esprit, hein. Ouais. C'est un mindset qu'il faut se mettre dans cette idée-là. Moi, je sais que je m'amuse beaucoup plus sur le podcast que dans l'illustration. Pourtant, avec tous les efforts et toutes les interviews et toute l'expérience, je veux dire, c'est pas non plus une carrière de fou furieux, hein, mais je me suis rendu compte. C'est intensif, hein, donc je me suis rendu compte qu'il y avait des médiums. Donc pour moi, en l'occurrence, c'était le podcast où j'avais plus un lâcher prise, ou comme dirait Béatrice Lemanière sur son épisode de Sens Créatif, une sorte de je m'en foutisme contrôlé. C'est-à-dire qu'on fait pas nimp sur le podcast, mais il y a une sorte de lâcher prise qui, moi, me fait en tout cas beaucoup de bien. Et essayer de trouver le médium où en fait, vous êtes pas en train de bosser, en fait, vous vous amusez. C'est se mettre dans l'état de flow. Parce que F-L-O-W, d'accord.
En gros, l'état de flow, c'est quand tout va bien, quand on est dans la créativité totale et que les idées elles sortent et que tout est fluide. Hein. C'est ça l'idée. Bah, pour se mettre dans ces conditions-là qui sont très rares, parce qu'on est toujours perturbé par plein de choses, on est toujours distrait. Ajouter du jeu pour virer de l'enjeu, c'est hyper comment on fait positif. Ça Comment on fait ça? En fait, déjà il faut se couper, je pense, un petit peu du monde quand on est dans cet état-là. Il faut cadrer. Le cadre, c'est hyper important. Pas de réseaux sociaux. Se mettre dans sa bulle, pas de réseaux sociaux. Ne pas être interrompu, couper son téléphone et ne penser qu'au projet et surtout s'amuser avec ce projet-là. On a tous nos jouets. Il y a plus, c'est Playmobil en avant les histoires, tu vois. Voilà. C'est vraiment l'idée, c'est ça. Et quand on est dans cet état d'esprit, le flow a de grandes chances d'arriver. Vraiment de grandes chances d'arriver. Mais ça demande vraiment une grosse préparation en amont. Ouais, faut se mettre en condition pour acquérir la muse. Ouais, pour qu'elle puisse venir. Si c'est de la musique qui vous fait du bien, mettez la musique pour vous mettre dans la condition. Mais c'est vraiment la muse, faut aller la chercher, quoi. Faut l'accueillir, en tout cas. Lui dire, you can come. Ding dong. C'est la muse. Vous avez commandé une muse? Je suis là. Hello. Merci Deliveroo. Et Uber Eats, parce qu'il faut tous les citer. Il y a aussi peut-être un concept que vous m'avez entendu parler 40 000 fois, c'est qu'il faut plutôt valoriser le chemin que la destination. Évidemment. C'est une phrase... Pourquoi Pourquoi? Parce qu'en fait, la destination, c'est le résultat. C'est l'enjeu. Donc si on se projette trop rapidement dans l'enjeu, dans le résultat, en fait, on pense plus au flow. On pense plus à ce process en fait qui est en train de se dérouler. Or, c'est ça qui va faire que vous allez avoir du succès ou du résultat à la fin. Tout à fait. Donc, faut vraiment faire attention à ça. Ça, c'est vital de se mettre la contrainte de se dire, je vis le moment présent, en fait, du projet. Ok, j'ai fait ma stratégie en amont. Ça, j'ai bossé dessus. Pourquoi me remettre encore à nouveau cette pression de la stratégie alors que je l'ai déjà étudié? Voilà. Ouais. Ça sert à rien. Mais si les bases sont là, c'est plus simple. Mais c'est ça, c'est pour ça qu'il faut les bases, il faut les fondamentaux avant. C'est pour ça que la partie puzzle où je trie mes pièces, elle est hyper importante. Oui. Faut aussi nourrir l'inspiration. Ça veut dire quoi, nourrir l'inspiration? L'inspiration. Se laisser influencer. Oh non. Encore. Non, nourrir l'inspiration, ça signifie que, en fait, l'inspiration, elle va pas venir comme ça. La muse, elle va pas venir par magie. Elle va pas faire ding dong, tu vois, chez toi. Ça veut dire qu'en amont, quand tu fous rien, quand t'es oisif, oui, bien sûr, tu dois te donner ce droit à la distraction. Les meilleures idées arrivent sous la douche. Alors les meilleures idées arrivent souvent sous la douche. Elles arrivent des fois aussi du coin de l'œil, en vacances. Et vous savez pas pourquoi elles arrivent. Parce qu'on est relâché. C'est comme ça. Les scientifiques, ils ont étudié le truc. C'est juste, on sait pas quoi. C'est un moment. Tu détends ton muscle en fait. On détend les muscles. En fait, on sait comment. C'est en se relâchant. Mais on sait pas pourquoi, en fait, on fait des connexions avec les idées. Parce que l'humain est comme ça. C'est-à-dire quand il est dans un environnement de confort connu, il crée beaucoup moins de connexions. C'est le confort, c'est le repos. Il crée pas de connexion. Quand il se passe quelque chose d'inattendu et que deux univers sont confrontés, là, le cerveau, il commence à avoir une activité. Ils étudient ça. Le cerveau a une vraie activité. Et il a envie de connecter des choses qui n'ont rien à voir les unes avec les autres. Comme la nuit quand on rêve. Exactement. Mais tout ce que tu dis, c'est de nouveau contre-intuitif parce que on vit dans un monde qui nous encourage toujours, tu sais, ça fait le vieux réac, la médecin qui pousse à la productivité. Et puis à refaire toujours la même chose. Puis si un truc a marché, capitaliste. Si un truc a marché, pourquoi changer? On change pas une équipe qui gagne. Ouais. Ce qui est pas faux. Oui. Mais en vrai, ça va pas marcher à chaque fois. C'est pas. Tu peux renouveler l'équipe en changeant un membre. C'est pas à l'infini que ça va marcher. Il y a forcément, le monde change tout le temps. Le monde est en perpétuel changement et ce qui est le statu quo qui existe à un moment, on sait très bien qu'il va devenir un nouveau statu quo. Le statu quo, le but du jeu, on l'a déjà expliqué. Mieux vaut l'accepter que ça change constamment parce que sinon on se retrouve toujours à lutter. Voilà, c'est ça. Le statu quo, lui, il est fait pour donner une espèce de fausse réalité. C'est la loi, c'est le repère, mais après c'est fait pour être transcendé et dépassé. Ça change. Et puis de toute façon, on le voit, je vais pas vous faire l'actualité. Vous voyez très bien ce qui est en train de se passer. Depuis 10 ans, c'est le carnage, c'est le chaos. Il y a des couilles tout le temps. Tout le temps. Et le monde se remet en question sans arrêt. Donc, moi, je trouve ça intéressant. Alors, c'est super intéressant, mais ça veut vraiment dire. Ça fait peur. Ça fait très peur. Mais c'est ce qu'il faut se dire, c'est que ce changement-là, il est toujours là, latent, toujours présent, et que le statu quo n'est qu'une illusion. Est-ce qu'il veut le statu quo que ça reste comme ça? Il le veut.
Mais le monde, lui, il écoute pas le statu quo. Bah ouais. Simplement. Allô, ici le Patate Club. Et nous interrompons quelques secondes cet épisode, car si vous êtes encore là, ça veut probablement dire que cet épisode vous plaît. Et si c'est le cas, pourquoi ne pas venir en discuter sur le Discord Sens Créatif, qui est gratuit et ouvert à tous. Vous pouvez aussi soutenir financièrement le podcast en vous abonnant sur Patreon. Ça nous aiderait énormément, et ainsi vous deviendriez membre du Patate Club, histoire d'accéder à des tonnes de bonus. Pour en savoir plus, cliquez sur le lien présent dans la description de l'épisode ou attendez la fin. Un ou une membre du Patate Club vous expliquera tout. Allez, retour à l'épisode. Alors, où j'en suis dans mes petites notes? Ah oui, il faut choisir ses combats. C'est marrant, on parlait de bordel, mais il faut choisir ses combats. Pourquoi? Parce que à chaque jour suffit sa peine. Non, on peut pas être sur tous les fronts. Non, on peut pas tout résoudre en une journée. Même les 1440 minutes, déjà on a du mal à les remplir correctement, mais on peut pas faire 40 projets en 1440 minutes, quoi. Il faut choisir. Oui, d'où l'importance des saisons, de choisir pour un temps donné le fait de se focaliser sur ceci ou sur cela. Et de façon contre-intuitive, vaut mieux faire de la quantité que de la surqualité. Attention, il faut bien comprendre ce qu'on est en train de dire là. On n'est pas en train de dire qu'il faut faire de la merde. Non, on n'a pas dit ça. mais de produire en donnant le meilleur de vous-même, mais en vous lâchant la grappe et en se disant que si vous faites des erreurs, vous pourrez les corriger et sublimer au fur et à mesure du temps en fait. Voilà, c'est ça. C'est le craft, hein, c'est ça. Voilà. C'est vraiment raffiner. On raffine, mais en faisant. On raffine pas en intellectualisant l'idée, quoi. Si vous cherchez trop loin la super qualité pour un projet, et forcément, ça va prendre plus de temps, plus de moyens, plus d'énergie, plus de frustration, etc., etc. D'ailleurs, on en parle. La frustration est aussi une possibilité de contrainte positive. Encore un truc contre-intuitif. Non, mais c'est bien terrible. sûr. Non, mais tout n'est que contre-intuitif de toute façon. Oui. Quand on y pense vraiment. Alors, ça veut dire quoi, se mettre en état de frustration? C'est comme mon fils, il essaie de marcher et que ça le fait chier et qu'il tombe à chaque fois. Et moi, je l'ai vu avec mon premier, il s'énervait à chaque fois. Mais est-ce qu'il a abandonné? Est-ce qu'à un moment il s'est dit c'est fini, la marche c'est pas pour moi, je rampe. Ouais, c'est ça. Je vais devenir un serpent. Voilà, c'est mieux. C'était non, mais je me souviens, je le voyais, il était genre et ouais, voilà. non, il va rien lâcher. Il va rien lâcher, mais c'est l'instinct, de se relever et de réessayer. Et en fait, c'est sans assurance. Il sait pas lui qui va y arriver. Il voit les adultes ou ses aînés, tu vois, qui marchent. Mais il a pas vu le moment où ses aînés ont passé par les erreurs. Tu vois ce que je veux dire? L'enfant, il a aucune idée de la façon dont il faut gérer l'échec. Donc en fait, il apprend tout seul à gérer l'échec. Alors ouais, évidemment, on peut l'encourager, c'est bien tout ça. Mais quand on est petit, on est dans son focus, on est dans son monde et on pense même pas à l'idée de marcher. Non, on veut juste aller vers quelque chose. Oui, on a mais besoin voilà. de cette locomotion-là. Il y a un objectif et qui est pas très loin d'ailleurs et qui est totalement réalisable. C'est le canapé juste en face de moi. C'est pas Voilà. d'aller à Tombouctou. Et c'est cette frustration qui permet à l'enfant d'y arriver. Parce qu'il est frustré, il essaye. Parce qu'il est frustré, il réessaye. Alors, comment on pourrait se mettre en état de frustration créative? Par exemple, peut-être s'interdire pendant une semaine de faire quoi que ce soit et se mettre en jachère et peut-être se nourrir justement grâce à l'oisiveté, de faire un petit peu d'inspirationnel. Et au bout d'une semaine, on s'est bien frustré, on a touché à rien, on n'a pas touché à la tablette, on n'a pas touché à ses pinceaux, etc. Tout ce que tu veux, on n'a pas touché à son synthé et on s'y remet. Et là, comme par miracle, comme par magie, le corps, lui, il a envie, parce qu'il a été frustré, Bien sûr. cerveau a été frustré, et là, vous sortez des choses. C'est le graphiste Stéphane Zagmeister, qui est une superstar, on est d'accord, mais qui, je crois, tous les 5 ans, ferme son studio pendant 1 an pour être en jachère et laisser infuser. D'accord. Bon, tout le monde peut pas se permettre ça. Ouais, c'est ouf. Mais il fait ça, ouais. Mais c'est ça. C'est vraiment l'état de frustration. Il y a aussi une contrainte positive qui est pas mal, c'est la contrainte des outils. Moi, je sais Utiliser que telle ou telle couleur, par exemple. Ouais, ça peut être ça, mais ça peut même aller encore plus loin. C'est-à-dire que quand vous faites l'acquisition d'un nouvel outil, et forcément la technologie nous amène sans arrêt à La évoluer tentation, là-dessus. c'est de tout explorer, alors qu'en fait, il vaut mieux peut-être juste explorer ce dont on a besoin et puis c'est tout. Voilà, c'est ça. Peut-être qu'un seul outil suffit en fait, mais que cet outil-là, faut le faire à fond. Toi, par exemple, l'exemple qui va peut-être parler à nos auditeurs auditrices, t'as jamais bossé sur iPad, t'as jamais bossé sur Procreate, par exemple, et tu dois t'y mettre.
Voilà. Et ben, va falloir passer par un moment où on va pas pouvoir faire ce qu'on veut. La contrainte, elle va être ultime. Ah ouais, c'est frustrant. Elle va être hyper frustrant. Mais l'outil va être intéressant à explorer. Donc on va essayer de retrouver un petit peu ce qu'on sait faire et puis la manière dont on peut adapter l'outil à notre envie, à nos besoins, etc. Donc c'est un petit peu une lutte avec la machine aussi, en tout cas dans ce cas-là. Faut pas que ce soit la machine qui dicte. Ça, j'y suis pas encore arrivé. Voilà. Genre je sais que Procreate c'est très cool pour l'exemple et je l'ai déjà un peu utilisé, mais je suis tellement pas c'est très intuitif comme logiciel. Ouais, non, mais c'est parfait. Bon, c'est la petite minute de promo non prévue, mais je sais que moi, par exemple, la technique n'est pas un truc qui me passionne du tout. Du coup, j'ai un peu ce réflexe de toute façon, je peux faire la même chose sur Photoshop. On continue à name dropper. Mais voilà, donc pour les personnes qui sont peut-être pas motivées par la technologie ou les outils, c'est parfois difficile. Mais du coup, de trouver d'autres contraintes. Qui nous motivent, oui, c'est ça. Moi, en fait, pendant des années, j'ai fait du pixel art au pad, tu vois, sur le MacBook Pro. Ah ouais. Donc, alors ça, c'est vraiment, je pense qu'il y a pas grand monde qui fait ça. Je bossais, tu vois, raccourci clavier pad. Voilà. Je sais pas si ça vous parle, je sais pas si vous voyez un peu le délire, mais j'ai mis très très longtemps. Et pourtant, on m'a fait conseiller. J'ai mis très très longtemps à passer une tablette graphique. On m'a dit, tu vas voir, la tablette graphique, c'est la liberté, mon pote. Je dis, ouais, non. Je me sens très bien avec mon outil. Je vois pas pourquoi je changerais. Et le jour où j'ai pris la décision d'acheter une tablette graphique, parce que j'avais le pognon pour, tu vois, mais je sais qu'à l'époque j'avais pris cette décision là parce que j'ai pas pris la petite tablette graphique, j'ai pris la bonne. C'est pas une Cintiq, j'ai pris une Wacom Intuos, mais c'était le maxi modèle. Et donc j'ai investi, j'ai découvert cet outil là et j'ai commencé à retrouver des sensations que j'avais perdues, les sensations du stylo, tu vois, que j'avais au début quand j'ai commencé ma carrière. Et ça a été tellement bénéfique de mettre cette nouvelle contrainte, de me dire arrête, repars sur un nouvel outil, explore-le, mets-toi au goût du jour et tu vas voir ce que tu vas voir. T'as changé le process. J'ai changé le process. Et du coup, tu t'es amusé, t'es rentré dans le jeu et du coup, t'es devenu plus créatif. Ouais, voilà, en fait, je peux même dire que maintenant, j'aborde le pixel art non plus comme un architecte, mais comme un peintre. Et ça, c'est un switch qui est vachement. Ah ouais, c'est intéressant. Tu t'es renouvelé. Ouais, je me suis renouvelé complètement. Voilà. Il y a une petite phrase très intéressante que j'ai notée dans le bouquin de Godin, c'est change the world doesn't mean to change everything. Ah, c'est important ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, on peut avoir un impact sur les autres, sur le monde, sur nous-mêmes, sur l'environnement. Le gros mot, l'environnement. Sans avoir besoin de tout changer. C'est-à-dire que des fois, un petit rien, ça fait tout. Voilà. Est-ce que toi, ça te parle? Bah oui, mais voilà, la tentation, c'est de voir trop grand, alors que en fait, il faut juste voir petit et que juste changer un truc. Pour reprendre le sens créatif, de saison en saison, il y a eu des petites couleurs différentes, des choix que j'ai faits qui étaient heureux ou peut-être moins heureux ou qui ont été compris ou peut-être moins compris, mais en tout cas à chaque fois je rebougeais un tout petit peu les cartes, je les redistribuais au fur et à mesure et c'était cohérent pour moi. Et c'est important justement de petit à petit, la méthode empirique, c'est par exemple de se donner 6 mois, 1 an, de se focaliser sur un projet spécifique et d'essayer de le faire d'une manière. Et puis, au fur et à mesure, de prendre des notes de ce qui fonctionne, ce qui fonctionne pas. Et puis après, de changer, de se donner la liberté aussi de pas être dans une sorte de loyauté absolue au projet initial de base, mais de se laisser changer par le processus pour justement changer un petit quelque chose. Et t'es pas obligé de te dire, oh, ça fonctionne pas, j'arrête tout. Tu sais, genre, change everything. Ben non, en fait, c'est genre, tu changes une petite chose pour te permettre d'avancer sur ton chemin. Et peut-être qu'au bout d'un certain temps, tu te dis, bon, peut-être qu'en fait, je me suis trompé mais c'est pas grave parce qu'en cours de route, t'as appris des nouvelles choses et c'est ça qui est beau et que du coup, tu peux le transformer. De toute façon, quand je regarde mon parcours, ce n'est qu'une suite de transformations et de presque. Genre, je suis presque arrivé à, et en fait, et j'ai transformé ça en quelque chose d'autre et c'est frustrant. De temps en temps, quand je regarde en arrière, je me dis, j'ai l'impression d'avoir jamais vraiment abouti quelque chose et d'avoir toujours un petit peu tiré juste à côté. Mais vaut mieux tirer juste à côté que de tirer à 10 000 mètres à côté. En fait, tu vois ce que je veux dire? C'est comme quand tu joues aux fléchettes. Vaut mieux être proche du but que d'être complètement à côté. Oui, bah oui. Et donc, c'est frustrant parce qu'on n'arrive pas à
faire le score maximal au milieu. Voilà, on fait pas l'objectif. Mais on n'en est pas loin. On n'en est pas loin et bon, c'est un et truc peut-être à accepter, qu'en le faisant, plusieurs compétitions de fléchettes. Voilà, on est bon dans les métaphores. Là. Ouh là 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 là. Les fléchettes, c'est ma culture pub là. C'est complètement les ça. cafés, les bars. On n'a pas fait le billard encore. J'ai pas trouvé l'image du billard. Le baby-foot. Les contraintes, c'est aussi définir la marge de manœuvre. La marge de manœuvre, c'est hyper important. C'est savoir, c'est un petit peu le gap. Ça, je pense aussi, c'est une thématique que tu connais, le gap. C'est-à-dire, c'est là où on est maintenant et là où on veut arriver plus tard. Mais on a une marge de manœuvre pour faire ça. Oui. Voilà. On en parlait tout à l'heure. On essaye toujours d'avoir plus parce qu'en fait, avoir plus, c'est l'illusion de faire mieux. Voilà. Mais en fait, comme on le disait aussi très justement, c'est que les projets qui ont le plus de budget, c'est pas forcément les budgets les plus créatifs, parce qu'en fait, on a tout à disposition. On en parlait tout à l'heure. On a l'exemple des Monty Python. Ah oui. Ça, c'est un exemple qui me tient énormément à cœur. Les Monty Python, en fait, bon, vous connaissez un petit peu le contexte. Ce sont 6 humoristes anglais dans les années 60. Et un Américain. Quel con, j'ai oublié Terry Gilliam. 5 Anglais et un Américain, mais il étudiait avec eux, qui se réunissent et qui décident de faire des sketchs ensemble. Et donc du coup ils ont l'occasion d'en faire pour la BBC. Seulement, ils ont énormément de contraintes. T'imagines la pression, la BBC et t'as peu de moyens. Ah oui, c'est ça. C'est genre, attendez, donnez-nous des moyens. Non. À l'époque, la télévision, on faisait beaucoup de choses avec peu de moyens, avec 3 fois rien. C'était un peu l'idée. Donc en gros, la télé elle est en noir et blanc. Eux, ils peuvent pas avoir de casting. Ils sont seulement tous les 6. Donc ils doivent jouer tous les rôles à chaque fois de leur sketch. Le budget, il est râlé pas crête. Donc du coup, ils font un petit peu avec ce qu'ils ont. Et puis il y a pas de com. Ils ont pas de com pour leur show en fait. Il va passer à telle heure et puis voilà, c'est tout quoi. Il n'y a pas vraiment de publicité. C'est de base un postulat assez décourageant. Ouais. Même si c'est encourageant que la BBC te contacte. Et en gros, leurs outils, c'est que des contraintes. Ils sont obligés d'écrire, de faire de l'humour avec que des contraintes. Et c'est pour ça que finalement, quelque part, c'est peut-être ça qui va faire que les Monty Python, même le nom Monty Python, ils l'ont pas trouvé comme ça. Hein. C'est venu complètement par hasard. Je crois qu'ils avaient fait des appels à noms. Ah, c'est vrai. C'est drôle. Ouais, c'est complètement délirant. Mais si de toute façon, il y a plein de vidéos sur le sujet. Et même quand ils ont eu du succès, ils ont continué à utiliser les contraintes comme un énorme outil créatif. Et je pense que vous avez tous le souvenir, de Monty Python Sacré Graal. Si vous l'avez pas vu, courez le regarder s'il vous plaît, je vous en prie. Faut que tout le monde le voit. Où en fait, ils remplacent les chevaux, les destriers des chevaliers par des noix de coco. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont des palefreniers derrière. Chaque chevalier a un palefrenier avec lui et ils ont les noix de coco, les noix de coco, puis ça fait clac-clac-clop, clac-clac-clop, clac-clac-clop. C'est génial. C'est une idée qui est tellement géniale et visuellement ça marche. C'est-à-dire que quand tu les vois arriver en groupe comme ça, tu vois, ils approchent, tu vois une colline et tu vois les têtes des chevaliers qui approchent, puis tu les vois, tu vois la tête qui monte, qui descend. Tu dis ok, ils approchent, ils sont cheval. Et puis t'as ce son, tu vois, des sabots qui arrivent. Et en fait, quand ils apparaissent en haut de la colline et qu'ils sont ils sont poursuivis par leur palefrenier qui matraquent des noix de coco. Enfin, je veux dire, c'est. Mais ils ont fait preuve de créativité avec 3 bouts de ficelle et c'est pour ça qu'on en parle encore en 2022. Voilà. Donc en fait, la marge de manœuvre, même quand elle est petite, il y a toujours quelque chose à faire. Je me souviens pour mon premier crowdfunding sur Kickstarter, j'avais envie de faire une belle vidéo en motion design, etc. Et je sais pas faire de motion. J'avais pas les finances pour demander. J'ai demandé à quelques potes des devis et c'était beaucoup trop cher pour moi. Et du coup, moi, j'ai fait une campagne bricolée à base de gifs animés que j'ai un petit peu appris sur Photoshop et tout. Et c'est vraiment une suite de gifs animés avec. Et je me souviens que la plupart des gens, je pense, ont été plus marqués par la campagne, enfin, à toute proportion gardée, hein, mais que les personnes qui ont suivi, la campagne a été plus appréciée. Le projet, le livre, le fanzine que je faisais à l'époque,
c'était genre ok, ouais, parce cool. que certainement t'avais mis beaucoup de. Alors je sais pas si c'était le cas, mais t'avais peut-être mis beaucoup de pression sur l'enjeu de réaliser le T'as fanzine. participé d'ailleurs. Ouais, bah oui, j'ai participé parce qu'il y avait l'impression, parce qu'il y Ouais, avait je voulais faire il y ça avait le bien, vernissage, il y avait plein alors de choses. que Alors que finalement pour le crowdfunding t'étais dans une liberté beaucoup plus sympa, plus fun quoi. Voilà. Ouais, c'est ça. Bon bref, voilà. Bah non, mais c'est un super exemple. Ça nous amène à maintenant parler du cadre et des limites. Oh yeah. Oh yeah. Le cadre et les limites, on l'a vu, ça nous sert en fait à contraindre la liberté. Voilà, parce qu'en fait, si on veut que la liberté, elle puisse vivre, il faut la mettre dans une boîte, dans faut un créer cadre, cette tension pour que la liberté, elle a envie dans un rond. tout péter en fait. En fait, bah voilà, c'est ça. Parce que tu me dis contrainte la liberté. Quand j'écoute ça, je me dis oh non, c'est pas sympa. Mais en fait, le fait de la contraindre, en fait, comme tu disais tout à l'heure, on crée une tension. Et la liberté qui se trouve contrainte, elle a envie de pousser contre les murs. Et c'est ce moment de tension et d'explosion entre la limite et la liberté qui essaie de s'exprimer qui est beau. Et c'est là où il y a la vie et la créativité. Complètement. Quand on est à l'intérieur du cadre, on est aussi dans le confort parce qu'on connaît ce cadre-là, il nous est familier. Mais on peut avoir la tentation de sortir des sentiers battus. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire franchir les limites, c'est-à-dire aller au-delà en fait du cadre qu'on connaît. Le problème, c'est que au-delà, c'est l'inconnu. C'est le risque absolu. C'est-à-dire qu'on peut vraiment se planter, se fourvoyer. Donc en fait, on n'est pas obligé d'aller aussi loin. Et on peut prendre la décision, on peut faire le choix de s'intéresser aux bordures. Vraiment aux limites de ce cadre. Aux limites de la galaxie. Exactement. C'est Star Trek. Parce que c'est à cet endroit-là, peut-être que d'autres sont arrivés, mais ont rebroussé chemin parce qu'ils avaient peur, en fait, de franchir la limite. Donc, du coup, ils se sont pas attardés. Mais si on s'y attarde, c'est peut-être là, en fait, on peut trouver la frontière entre deux idées, entre deux concepts, entre deux mondes, et donc créer de nouvelles idées. C'est vraiment l'endroit idéal. C'est pas une phrase de Star Trek, ça? Aux bordures du monde connu, un truc du genre. C'est exactement ça. Voilà. Ouais. C'est que l'exploration, elle va pas complètement dans l'inconnu, elle va là où on s'est arrêté. Ouais. Si tu prends par exemple les conquêtes vikings, ils étaient à chaque fois, enfin les explorateurs vikings étaient passionnés par l'idée d'un récit qu'on leur avait fait. C'est-à-dire quelqu'un d'autre avant eux avait vu quelque chose, une terre miraculeuse. Et eux, ils avaient cette envie-là d'aller au bord de ce qu'on leur avait dit et d'aller encore plus loin derrière. Ouais, voilà. ouais. C'était pas l'idée de se jeter dans le vide, quoi. J'avais un prof qui disait à l'époque, quand j'étais au Beaux-Arts, il faut continuer de créer tout en sachant que tout a déjà été créé. Et donc, en fait, ce n'est qu'un éternel recyclage, mais si tu recycles, entre guillemets, et que tu vas un peu plus loin en rajoutant ta petite touche, et en utilisant aussi, un médium ou des matériaux qui sont connus, parce que si tu fais un truc totalement original, en fait, les gens peuvent pas l'appréhender. Et puis tu peux te servir de ce que les autres ont fait avant toi. Oui, voilà. Non, mais ce que je veux dire, c'est parfois on a cette tentation de vouloir faire un truc totalement original et de réinventer la roue, mais en fait, les gens peuvent pas l'appréhender. Ils sont genre, ils arrivent pas à trouver les contours justement. Genre, c'est quoi ce truc? Non, que si tu utilises un médium qui est compréhensible, mais que tu l'améliores et que tu rajoutes ta touche, etc. Tu t'inscris dans une histoire qui existe déjà et tu la continues et tu l'élèves en fait. Et je pense que non mais ouais, non, c'est hyper juste. Et je pense que le fait aussi de se dire que la créativité, elle est c'est une affaire de l'humanité. C'est hyper important parce que justement, comme tu dis, on va pas réinventer la roue. Donc ce que les autres ont déjà fait, c'est déjà une base en fait. On peut rebondir dessus pour aller plus loin, quoi. Voilà. Bah c'est bien. Bah oui. C'est bien. Hein. Bah, en fait, c'est l'idée de se dire que la contrainte devient un avantage au lieu d'être une excuse. Ah, bien sûr. Donc il faut pas laisser le monde décider des limites pour soi-même. On choisit soi-même. Exactement. Faut tracer ses propres limites, son propre cadre et évidemment choisir ses contraintes. Les limites peuvent également changer, on l'a vu tout à l'heure, elles peuvent se modifier en cours de projet. Ça peut arriver. Comme je disais tout à l'heure, la méthode empirique, au fur et à mesure du temps, tu corriges ta copie. Voilà, le cadre lui-même peut bouger. Donc ça aussi, ça peut faire flipper. C'est-à-dire que ce qu'on avait défini, le brief qu'on avait, il peut exploser. Il peut exploser. Donc ça, faut aussi être prêt à s'adapter à de nouvelles contraintes sans arrêt en fait. Ouais, l'adaptation. Vraiment, garder les mains ouvertes. C'est souple, voilà. Moi, je voulais vous parler de l'exemple de Mick Gordon. Alors, pour placer un petit peu le gaillard.
C'est un Australien, il est compositeur de musique de jeux vidéo et c'est également un guitariste émérite, plutôt dans le style metal, industriel, hardcore. Du gros son du gros son comme t'aimes bien. Du gros son comme t'aimes bien. On est en 2015, 2014, 2015 je crois, et il est contacté par la société qui fait le jeu Doom. Donc je pense que tu connais Doom. Ouais, bien sûr, ouais. Tu te souviens? Jeu de gros guns. Jeu de gros guns, ouais. En gros, voilà, c'est le principe. Il y a des aliens, on est dans des couloirs et on doit massacrer le maximum d'aliens. Moi, j'ai joué à Wolfenstein. Exactement. Qui est l'ancêtre de Doom, je crois. Et c'est le même studio qui le faisait. Et en fait, Mick Gordon a travaillé sur la refonte des jeux, en fait. Donc, c'était Wolfenstein et Doom. Et il a notamment fait la bande son de Wolfenstein. Ah, ok. Et l'équipe du studio absolument ravie du travail de Mick Gordon. Faut dire que c'est quand même quelqu'un d'hyper talentueux et de réputé. Lui propose en fait de repartir dans l'aventure et de faire la musique de Doom. Donc là vraiment grosse pression parce que Doom c'est un jeu assez mythique dans l'univers des jeux vidéo. C'est une institution, il y a beaucoup de fans. Et donc en fait il l'invite à un brief. Et donc au brief ils vont lui montrer 3 panneaux. D'accord. Le premier panneau ça indique Doom, ce sont des démons, la planète Mars, des shotguns et l'enfer. Jusque-là, le programme est super cool. Là, Mick Gordon étant fan, en plus du travail du studio qui fait Doom, il est absolument ravi de repartir sur ce projet. Il dit, ça me parle, c'est cool. Deuxième panneau, pas de guitare. Alors là, il en prend un peu dans la gueule parce qu'il est guitariste et on lui demande de faire une bande son et on lui veut pas de guitare. Il doit se dire, erreur de casting, là. What the fuck, erreur de casting. Par contre, ils disent, on aime bien quand même les synthés. Bon, il se dit, j'ai manipulé des synthés, on va voir. Troisième panneau. Alors là, il y a carrément 3 phrases. We want you to make music that no one has ever heard before. On lui demande de faire un truc que personne n'a jamais entendu avant. Deuxième phrase. It needs to fit the game perfectly. Donc il faut vraiment que ça colle au jeu à fond. Ça c'est aussi un élément du brief important. And instantly loved by millions of fans. Bah, bonjour la pression. Bonjour la grosse pression d'enfer. Moi je cours, je pars en courant. Hein. Surtout que les fans de Doom, c'est pas des fans de Disney. Je pense que si tu foires la bande son de Doom, ils viennent cramer ta maison. Ah mais les fans de Disney aussi, hein. Peut-être ils s'attendent comme les fans de Star Wars ou je ne sais quoi. Hein. Peut-être aussi. Donc du coup, le voilà confronté à ce brief là, et il ressent immédiatement la peur du rejet. Moi, c'est un truc que je ressens souvent. Je dis oui à plein de boulots, et quand les boulots arrivent, je suis super content, je suis super fier du truc, et le brief me fout les boules. Le brief, il va à l'ouest alors que j'étais à l'est, tu vois. Je dis, merde, what the fuck. Comment je vais m'en sortir et est-ce que ce que je vais rendre, ça va être à la hauteur de ce qu'ils me demandent parce qu'eux, ils ont une attente envers moi. Je me fous la pression. Moi, il faut absolument que je leur rende un truc super. Je peux pas foirer un boulot pour un truc hyper important. Et Mick Gordon est dans ce postulat-là, tu vois. C'est vraiment ce qu'il ressent, une vraie peur du rejet. Parce qu'en fait, c'est pas le tout d'être inspiré par le brief. Mais il faut aussi pouvoir parfaitement l'exécuter. En gros, la bande son de Doom, elle peut être faite par n'importe quel type de compositeur, tu vois. Mais il va répondre au brief. Mais est-ce que finalement la compo que la personne va rendre va être vraiment au service même du projet. Et ça, c'est complètement différent. En gros, si t'as une routine qui marche, tu te dis, et ça c'est la méthode intuitive, qu'il faut la répéter. Ça marche. Le succès va marcher comme ça. Oui, mais si on veut de la nouveauté, tu peux pas répéter un succès qui marche. C'est sûr. Ça va être fade, ça va être plat. Ce qui fait qu'en fait c'est le biais en fait que le succès passé, il nous amène à faire une stratégie pour la suite. Mais quand finalement les données changent, ta stratégie elle vaut plus rien du tout. C'est comme au champ de bataille, si tu appliques toujours la même méthode, au bout d'un moment tes ennemis ils vont changer. Ils vont arrêter de s'en prendre plein la gueule, ils vont changer leur défense et surtout ils vont pas te le dire. Si t'arrives pas à envoyer des scouts ou des espions pour voir l'avancée de la défense, ils vont te surprendre, tu vois. Et donc, faut être capable, quand t'es chef de guerre, entre guillemets, je prends un exemple un petit peu martial, de te dire qu'il va falloir s'adapter. C'est-à-dire que s'il y a une situation qui change, il faut avoir la vista, il faut être aware des possibilités, des nouvelles possibilités qui vont s'offrir à toi, des opportunités. Donc le voilà avec ce brief complètement délirant. Donc en fait, ce qui se passe, c'est qu'il va y avoir un élément important dans sa visite dans le studio qui fait Doom. Il rencontre notamment l'équipe du son, l'équipe audio. Et en fait, c'est 3 gaillards qui se retrouvent tous les mercredis et ils font un truc absolument hallucinant qui s'appelle les mercredis bizarres, The Weird Wednesday. Okay. Ils font exactement ce dont on a parlé tout à l'heure. Ils veulent une liberté totale
dans ce moment en fait où ils se retrouvent pour faire du jam, tu vois, ils vont vraiment faire de la musique ensemble. Mais ils font ça avec une liberté totale, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de grille, ils ont pas de tempo, ils s'imposent rien du tout. Ils ont tout leur matos devant eux et ils balancent les nouveaux outils qu'ils ont découverts pendant la semaine et puis ils font des sons et puis ils enregistrent et puis voilà, mais vraiment. Et pourquoi ils arrivent à faire ça? Parce qu'en fait, ils sont dans une pièce où personne ne peut rentrer, où ils sont juste là tous les trois. Dans le flow. Ils sont dans le flow total. Et là, ils ont une liberté qui est absolue. Il y a aucune contrainte. Mais la contrainte, elle a été mise dans un cadre. Et là, Mick Gordon, il se rend compte d'une chose complètement formidable, c'est que cette liberté-là, il se l'était pas autorisée lui-même. Il l'avait pas prise. Là, il est pump up, tu vois. Il retourne chez lui, il se met à bosser, il se met sur ses synthés, il bosse sur ses samples, il bosse sur du bruit blanc avec des grosses basses qui sont en sinusoïde, tu vois. C'est vraiment l'onde la plus basique et la plus pure en musique. Et puis super content de lui, il fait tout un riff avec ça, un truc vraiment indus, tu vois, qu'on voit bien, pas de guitare, hein, il respecte le brief. Et il envoie ça finalement au studio de Doom. Et là ils lui font un retour par mail et ils lui font oh merde. Mais c'est pas tout. Il lui donne aussi des petites notes à côté. On pense que t'as pris la bonne direction et que c'est juste un premier pas vers la destination idéale. Keep going, tu y es presque. Et ben ça c'est important. Ce truc-là va tout changer. On est dans une histoire de travail d'équipe, parce que c'est une grosse production sur un jeu vidéo, donc il y a du monde, etc. Et en fait, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont été approchés un compositeur qu'ils adorent. Ils savent très bien qu'en lui mettant un brief comme ça dans la gueule, assez violent, où on lui dit ton instrument préféré, tu vas pas l'utiliser, mais c'est parce qu'on te fait confiance. On sait que tu vas y arriver. Et cette histoire de confiance qu'on porte finalement à ses collaborateurs avec qui on fait les projets, elle est très puissante. Parce que ça veut dire qu'on va s'autoriser l'échec. On va s'autoriser les essais, les obstacles. Et forcément derrière, il y a l'encouragement. Tu vois, on revient au courage, à l'idée d'avoir le courage d'eux. Et ça va complètement transformer en fait le ressenti de Mick Gordon. Cette peur du rejet là, elle disparaît totalement à ce moment-là. Parce qu'il se dit, en fait, ils me font confiance. Ils me laissent le temps de trouver. Donc du coup, c'est à ce moment-là où il se dit, en fait, ce que j'avais fait avec mes synthés, c'était exactement ce que je faisais avec mes guitares. C'est-à-dire que j'avais du gros son, je les passais par un ampli, une disto, et ça faisait le taf. Mais là, c'est pas ce qu'on me demande. Là, on me demande d'aller chercher le cœur même du projet. Et là, il réfléchit à ce qu'est Doom. Et Doom, en fait, c'est l'histoire d'une énergie malsaine, maléfique, tu vois, dans l'univers, qui s'installe dans la galaxie. Et voilà. Et puis il faut aller la contraindre. Faut aller lui démonter sa gueule. Il faut aller lui démonter sa gueule. Donc le gros son, c'est évident. Mais d'où elle venait cette énergie-là? Et en fait, il est parti justement de cette sinusoïde. Donc le son le plus pur que tu peux trouver en musique, c'est les subs. En fait, tu vois, c'est les sons de basse que t'entends dans quasiment toutes les productions actuelles, quoi. C'est ces bons sons de basse qui sont très très écrasés, que t'entends à peine, mais qui prennent au guts, tu vois. Et il décide vraiment de bosser là-dessus et de traiter le son. C'est-à-dire qu'en fait, il va partir de son ordinateur, donc vraiment ils lui ont demandé un truc synthétique numérique, il part de l'ordinateur pour générer ce son-là, et il va le faire passer par tout un tas de chaînes de pédales, donc de pédales de disto, de compresseurs, etc. Tu vois, si tu connais un peu en musique, et il fait tout ce truc-là pour obtenir derrière un son qui est complètement dingue, complètement organique et vivant. Parce qu'en fait, en changeant juste quelques potards, il fait partir sa sinusoïde dans des contrées complètement dingues. Et donc il rend sa copie cette fois-ci au studio Doom, et là ils sont ravis, super son, c'est absolument génial. Et là en fait il comprend qu'il a débloqué quelque chose, il a débloqué une opportunité, et il leur dit, les gars, j'ai réfléchi, ce qui fait le succès de Doom depuis toujours, c'est les sons de guitare en fait qu'il y a dans toutes les bandes son de Doom. C'est dommage qu'on n'en ait pas. S'il vous plaît, est-ce que je pourrais pas rajouter peut-être 5-10% de guitare ici et là, please. Comme il a réussi cette base du pari de sortir un gros son sans guitare, ils lui disent écoute, oui, vas-y, amuse-toi. Et là, qu'est-ce qu'il fait? Sachant qu'il a changé son process, il a complètement changé sa manière de travailler, du coup il utilise la guitare d'une manière complètement différente pour faire des nouveaux riffs, et il a l'idée notamment en fait de mélanger un son de guitare avec le son de tronçonneuse. La tronçonneuse est un des outils que tu utilises dans Doom pour charcuter tes ennemis. Donc là tu as l'idée du son de la tronçonneuse, et il mixe guitare et tronçonneuse en même temps pour sortir un son qui est complètement dingue. Et du coup il colle ce son là au son déjà organique qu'il avait généré, et à partir de là ils lui ont dit écoute, si tu veux mettre de la guitare, t'en mets partout, il y a pas de souci. Trop cool. Donc ils ont tous eu finalement à un moment le courage de se dire on peut changer le brief. C'est-à-dire qu'on a un alignement au départ. Cet alignement-là, il est important parce qu'on veut que ça marche, on veut que ça soit ça, et on sait que c'est la bonne vision. Mais en fait, en travaillant sur le chemin,
on découvre en fait qu'on peut avoir de plus grandes idées, des choses qui vont porter le projet encore plus loin et qui vont complètement aller au cœur de cible. Se laisser perturber sur son chemin. Exactement, c'est ça. Et ce courage-là qu'a eu Mick Gordon finalement de changer sa façon de faire, l'a amené lui-même à aller plus loin, mais en même temps d'avoir quelque chose qui lui ressemblait vraiment et dont il était fier et voilà, et puis qui servait sa cible. Voilà. Mind blowing. Voilà. Cette aventure est filmée en conférence. Elle dure 1 heure et on vous la mettra dans les notes de l'épisode. C'est franchement à regarder. Il y a 2 leçons qui sont tirées de cette histoire. Change the process to change the outcome. En gros, vous changez votre manière de faire. Ça vous permettra vraiment de changer les résultats. Si vous voulez obtenir des résultats différents, ne répétez pas ce que vous faites déjà depuis des années, quoi. Changez. D'où le fait de se mettre des nouvelles contraintes. Exactement. Par contre, si vos résultats sont bons, changez rien. Ne change pas l'équipe qui gagne. Mais si vos résultats sont pas à la hauteur de ce que vous voulez, peut-être que c'est votre façon de faire qui mérite d'être changée. Je pense que c'est une super réflexion. Et change the brief if it makes the project better. C'est-à-dire qu'il faut avoir le courage de se dire à un moment, ce qu'on a fait, ça fonctionne pas. Il faut pouvoir le modifier. Et ça, on l'a vécu il y a pas longtemps, Jérémy. On s'est aperçu que notre méthode de travail était pas alors elle fonctionnait, on avait réussi à faire plusieurs épisodes de la bonne manière et on s'est rendu compte à un moment que notre méthode de travail c'était pas la bonne parce qu'en fait on avait mal travaillé nos bases et en fait on a revu complètement la façon de faire nos interviews, de se répartir le travail et je pense que ça nous a fait énormément de bien. C'est clair. Ouais. L'avenir nous le dira si. Oui, voilà. Et rendez-vous dans en tout cas, sans mieux. Mois. Oui, c'est clair, c'est clair. Ça nous a fait du bien. Voilà, ce que nous dit l'histoire de Mick Gordon, c'est qu'il faut pas confondre le courage et l'excès de confiance. L'excès de confiance, c'est refaire sans arrêt la même chose. Parce que ça marche, donc forcément c'est un biais, il y a un moment ça marchera plus. Et avoir le courage c'est se confronter à l'inconnu et c'est être innovant, on risque de se planter. Mais quand ça marche, quelle victoire. C'est clair. Voilà. Et un petit bonus pour le travail en équipe, quand t'as une équipe qui t'encourage, ça crée un environnement en fait où on sent le droit de se planter, quoi, comme on disait tout à l'heure. Voilà. Pousser les limites. En gros, c'est une solution. C'est-à-dire que quand votre cadre il est pas assez grand, vous avez le droit de le pousser. Progressivement. Progressivement, vous pouvez le pousser. On arrive à la dernière partie de ce talk. Ce talk qui se croit en conférence et tout. Non mais je sais pas. Alors sur mon PDF, sur ma présentation PowerPoint, dernier point. Moi j'avoue que je le fais un petit peu comme ça. Alors on arrive à ce dernier point qui est trust the process. Donc on a vu que le processus créatif ça demandait du courage, ça demandait de la générosité et qu'on pouvait commencer à se faire confiance quand on avait confiance dans le process. Ça c'est un truc super utile. C'est-à-dire que si vous avez confiance dans la façon dont vous avez mis en place votre puzzle, après vous pouvez vous faire vous-même confiance et vous écouter. Ça c'est super important. Ça permet de développer un point de vue, d'apprendre à être plus clairvoyant, puis aussi de diffuser son travail. Parce que quand on a cette confiance là, c'est pas une confiance aveugle, c'est pas un excès de confiance, mais quand on a confiance en soi, on sait qu'on peut livrer son travail au monde. Attends, donc si je résume, d'abord donc on définit les règles du jeu. Ouais. On choisit ses propres contraintes, on base les fondations évidemment, et donc à partir de là, on se fait confiance en expérimentant. C'est toujours le jeu. On est toujours dans le jeu, dans le fun, dans l'importance en fait de vivre le moment présent et de pas penser au résultat. Même si le résultat est une stratégie qu'on a vu en amont. Voilà. En fait, c'est toujours l'idée du chemin qui est plus important que la destination. Et en gros, c'est un petit peu l'idée aussi que la pratique est plus importante que le retour, que la récompense. Voilà, tout simplement. C'est clair. Voilà. Moi, ce que je vois en ce moment, c'est que j'ai repris les arts martiaux. Je refais du ninjutsu, donc je suis obligé de revoir des bases. J'étais ceinture noire et je me retrouve ceinture blanche à nouveau. C'est à 10 ans? Ouais, c'était il y a 10 ans. Et là, je suis en train de m'y remettre et c'est dur. C'est super dur. Je suis en train de retravailler les déplacements, des mouvements de base. Et je sais que c'est un apprentissage où je dois faire confiance à mes instructeurs, aux personnes qui me remontrent un petit peu la voie, mais qu'en même temps, si moi je fais pas ce travail personnel sur moi-même, j'y arriverai pas. C'est-à-dire que je dois reproduire des choses que je ne comprends pas, mais je dois faire confiance au fait que ces choses-là elles fonctionnent et je dois les accueillir et peut-être que ça me prendra 2 ans, 3 ans de travail pour les comprendre.
Mais s'il y avait pas cette confiance, s'il y avait pas ce courage-là de me dire je vais en chier et je vais être nul, j'abandonnerais tout de suite et je ferais rien. Ouais. Voilà. Tu fais confiance à ton processus, au réapprentissage, tu fais confiance à tes nouveaux maîtres et Complètement. et tu sais pas ce qui va ressortir de ça. Peut-être ce sera une nouvelle façon de faire des arts martiaux. C'est ça. En fait, je pense qu'on... Parce que le Laurent d'aujourd'hui n'est pas celui d'il y a 10 ans. Non, puis il sera pas celui dans 2-3 ans. Mais voilà, mais c'était important pour moi de remettre en pratique ce que j'ai dans la tête. En fait, je sens que les tripes le réclament et c'est aussi une manière de mieux s'aligner aussi, peut-être. En gros, en fait, voilà, moi je pourrais terminer simplement en disant qu'on est juste responsable de la façon dont on utilise notre temps. Ça, c'est important. Et puis qu'on est aussi responsable de la créativité qu'on veut livrer au monde. Voilà. De toute façon, qui d'autre pourrait le faire à notre place? Exactement. Boom. Merci Laurent. Et je t'en prie, Jérémy. C'était top. Ça donne de quoi réfléchir. Hein. Bon, en tout cas, on espère que si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à nous faire des petits retours. Il y aura des notes de ouf dans l'épisode. Franchement, ne passez pas à côté. Il y aura plein de choses à voir. Ouais, vous retrouverez les notes sur le site senscreatif.fr. On vous invite aussi à écouter le premier épisode du Boxon Créatif si vous l'avez pas encore fait. Hein, c'est un peu la suite. Vaut mieux le voir avant. Ouais. Faut mieux l'écouter avant. Ouais. Faut mieux écouter l'épisode le jeu avant. du sans enjeu. Voilà. Et maintenant, il est temps d'écouter le témoignage de Florian Nallen qui aimerait vous dire 2 mots au sujet du Patreon et du Patate Club. Allez. Salut, c'est Florian Ozor du Patate Club. Jérémy et Laurent m'ont demandé d'expliquer pourquoi j'aimais tant cette communauté. J'ai fait « Ah ouais ? Eh ben je vais te le dire mon pote. » Parce qu'en fait le Patate Club, c'est toute une équipe de gens qui se rassemblent tous au même endroit autour du podcast Sens Créatif pour échanger, pour parler, pour apprendre plein de trucs sur les métiers créatifs et les métiers d'illustration. Et on passe vraiment pas mal de bons moments. Si vous voulez en faire partie, c'est super simple. En fait, il faut participer aux campagnes de financement Patreon qui commencent à 5 € par mois seulement. Ça vous donne alors accès à cette superbe ressource qu'est le Discord. Et puis voilà quoi, venez parce que on se marre bien. Surtout, si vous voulez en savoir plus, c'est simple, il suffit de visiter le site www.patateclub.com. Et puis pour rejoindre le Patate Club et soutenir Sens Créatif, rendez-vous sur patreon.com/senscreatifpodcast, tout collé. Sinon vous cliquez sur le lien qui sont dans les notes de l'épisode. C'est super simple en fait. Waouh! Allez, salut! Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager avec vos amis, à nous mettre 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur toutes les plateformes, parce que maintenant on peut mettre des étoiles un petit peu partout. Merci d'avance. Ça nous aide beaucoup. Mettez-nous un petit commentaire, mettez-nous des blagues, mettez-nous des recettes de cuisine, on s'en fout, mais mettez-nous des petits commentaires. Est-ce que les smileys ça compte? Ah ouais, mettez-nous plein de smileys. Vous pouvez aussi nous suivre sur Instagram pour suivre les petites actualités. Et aussi sur notre chaîne YouTube. Exact. On peut s'abonner aussi à la newsletter, si vous voulez. Pour être tenu au courant de toutes les actus de la planète Sens Créatif qui ne cesse de se développer. Et on termine en remerciant notre ami Adrien Guy pour le montage de cet épisode. Adrien t'aime, c'est toujours très très cool. Trop canon. Avec lui, on est toujours dans l'expérimentation musicale d'ailleurs, pour reprendre un peu on lui a donné plein de contraintes pour créer il en a eu plein. la musique de cette saison 4. Franchement, il a été hallucinant parce qu'il a aussi beaucoup d'efforts pour comprendre ce qu'on voulait. Et je te remercie. Voilà. Allez tous écouter sa musique sur Adrien Guy Musique, ça défonce. Sur ce, on vous donne rendez-vous dans une semaine pour un nouvel épisode qu'on apprécie beaucoup en compagnie de l'homme étoilé, aka Xavier. Ça va être incroyable. Voilà, très très bel épisode. Ouais. Xavier qui est infirmier en soins palliatifs et auteur de bande dessinée. Si vous ne connaissez pas, allez le checker sur Instagram avant d'écouter l'épisode de la semaine prochaine. Il a une belle communauté sur les réseaux. De ouf. On a été le rencontrer en vrai, comme la plupart de nos invités d'ailleurs. Oui, c'est vrai, c'est mieux. Ouais, voilà. Bref, en attendant, restez créatifs et surtout n'oubliez pas, everything is connected. Wouhou, on était synchro là, c'est très très magnifique, bien. On y arrive de mieux en mieux. Allez, bisous. Des gros bisous.